les 5 principales actualités sur les pensions. Abonnez-vous pour rester informé. Retraite. Ce qui vous attend en 2024 avec la réforme des pensions et des régimes complémentaires. En 2024, les retraités en France pourront bénéficier de plusieurs améliorations majeures qui auront un impact significatif sur leur vie quotidienne. Tout d'abord, les pensions de base seront augmentées de manière conséquente, offrant ainsi une meilleure sécurité financière aux retraités. Cette augmentation de 5,3% concernera environ 14 millions de retraités affiliés aux différents régimes de retraite. De plus, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ASPA, qui correspond au minimum vieillesse, verra également son montant augmenter de 5,3%. Ainsi, les personnes seules pourront percevoir jusqu'à 1 012,2 € par mois et les couples jusqu'à 1 561,20 € par mois. Par ailleurs, une nouvelle mesure importante concerne la fin du système de bonus-malus Agirc-Arrco. Ce système, qui pénalisait les retraités reprenant une activité professionnelle, sera supprimé à partir du 1er septembre 2023. Les personnes en cumul emploi-retraite pourront ainsi acquérir de nouveaux droits à la retraite, ce qui leur permettra de bénéficier d'une meilleure prise en compte de leur activité professionnelle. En ce qui concerne les seuils de contribution CSG, CRDS et CASA, ils connaîtront également une évolution en 2024. Ces seuils sont ajustés chaque année en fonction de l'inflation, et pour l'année 2024, ils augmenteront de 5,3% par rapport à l'année précédente. Cela signifie que certains retraités pourront bénéficier d'une exonération totale de ces contributions, tandis que d'autres seront soumis à des taux variables en fonction de leur revenu fiscal de référence. En ce qui concerne les trimestres de retraite, il faudra percevoir un salaire correspondant à au moins 150 fois le montant du salaire minimum horaire brut pour valider un trimestre d'assurance vieillesse. À partir du 1er janvier 2024, avec un SMIC horaire brut fixé à 11,75 €, il faudra donc gagner au moins 1 747,50 € brut pour valider un trimestre. Enfin, pour faciliter les démarches administratives liées à la retraite, de nouveaux services en ligne seront mis en place en 2024. Ces services permettront aux retraités de gérer plus facilement leurs dossiers en ligne, ce qui leur évitera des déplacements administratifs fastidieux. Ils pourront ainsi effectuer leurs démarches depuis leur propre domicile, en quelques clics seulement. En résumé, l'année 2024 s'annonce particulièrement favorable pour les retraités en France. Les améliorations prévues touchent différents aspects de leur retraite, allant de l'augmentation des pensions de base à la suppression du système de bonus-malus, en passant par l'évolution des seuils de contribution. De plus, l'introduction de nouveaux services en ligne facilitera grandement les démarches administratives, offrant ainsi une retraite plus sereine et simplifiée pour les retraités français. Nous passons maintenant à la prochaine nouvelle importante. Retraite. Attention, les cotisations sociales vont grimper en 2024. Voici comment vous y préparer. Chaque année, les cotisations sociales sont réévaluées, ce qui impacte le montant des retraites. Il est donc important de connaître le nouveau taux de prélèvement. Les retraités sont soumis au même prélèvement que les travailleurs, car ils bénéficient également d'une protection sociale. Cet article vous dévoilera le barème des cotisations sociales pour l'année 2024. Les cotisations sociales sont prélevées sur les retraités domiciliés fiscalement en France, ce qui peut réduire le montant de leur pension. La plupart de ces prélèvements sont pris en charge par les anciens employeurs, mais il arrive que les retraités contribuent eux-mêmes à leur pension. La contribution sociale généralisée, CSG, la contribution au remboursement de la dette sociale, CRDS, et la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie, CASA, sont exclusivement à la charge des retraités sous certaines conditions de ressources. Les prélèvements sont calculés en fonction du revenu fiscal de référence, RFR, de l'année précédente, qui est mentionné sur l'avis d'imposition de l'année en cours. Le nombre de parts du foyer fiscal est également pris en compte. Pour l'année 2024, de nouveaux barèmes ont été adoptés et sont en vigueur depuis le 1er janvier.
Alors que le ministre Bruno Le Maire prévoyait une augmentation des seuils de la CSG, de la CRDS et de la CASA à 5,2%, elle s'élève finalement à 5,3%. Il existe 4 taux de prélèvement, qui sont les mêmes que l'année précédente. Ces taux correspondent à différentes tranches de revenus bruts. Grâce à la réévaluation du barème, il est possible de changer de tranche sans que votre revenu n'ait évolué. Ainsi, vous pouvez être totalement exonéré de prélèvement, bénéficier d'un taux réduit, d'un taux médian ou d'un taux normal. Les taux correspondants pour la CSG sont respectivement de 0, 3,8%, 6,6% et 8,3%. Le taux de prélèvement pour la CRDS est de 0,5% et celui de la CASA est de 0,3%. Pour être exonéré des charges sociales relatives à la CSG, à la CRDS et à la CASA, une personne seule doit avoir un RFR inférieur à 12 230 €, tandis qu'un couple doit avoir un RFR inférieur à 18 760 €. Pour une personne seule, dont le RFR se situe entre 12 231 € et 15 988 €, des prélèvements à taux réduit sont effectués pour la CSG et la CRDS, mais la personne reste exonérée de la CASA. Cela s'applique également à un couple dont le RFR se situe entre 18 761 € et 24 525 €. Une personne seule avec un revenu compris entre 15 989 € et 24 812 €, ainsi qu'un couple avec un revenu compris entre 24 526 € et 38 059 €, seront prélevés à taux médian. Au-delà de ces montants, votre foyer sera prélevé à taux normal. Il est important de préciser que les cotisations sociales concernent les retraités du secteur privé relevant du régime général, ainsi que ceux de la fonction publique. Une augmentation des cotisations n'est possible que si vos revenus atteignent le seuil de RFR requis pendant 2 années consécutives. Ce principe de lissage permet des modifications du taux de prélèvement en fonction des changements sur votre avis d'imposition sur une période de 2 ans. Les personnes exemptées de prélèvement pour la CSG le sont automatiquement pour la CRDS et la CASA. Outre les retraités qui ne remplissent pas les conditions de ressources pour verser les cotisations sociales, de nombreuses autres personnes sont exonérées. Il s'agit des retraités percevant des pensions de victimes de guerre, des militaires invalides, des anciens combattants, des veufs, des veuves et des orphelins bénéficiaires de l'assurance allocation veuvage et des pensions temporaires. Les retraités à revenus modestes, notamment ceux bénéficiant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ASPA, sont également exonérés des cotisations sociales. Nous allons maintenant à la 3e nouvelle importante de ce programme. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rester informé des actualités. Usure et départ en retraite. Le casse-tête des employeurs face au vieillissement des fonctionnaires. Selon le rapport annuel sur l'état de la fonction publique publié récemment, il est noté que 36% des 5,7 millions d'agents publics ont plus de 50 ans en 2021. Dans les collectivités, ce pourcentage est encore plus élevé, atteignant 43%, comparé aux 31% des salariés du secteur privé âgés de 50 ans et plus. Ce vieillissement des effectifs n'est pas nouveau, mais il s'accélère. Entre 2011 et 2021, le nombre d'agents âgés de 50 ans et plus a augmenté de 27,9%. Les agents plus âgés ont plus d'expérience, mais ils sont également plus souvent absents pour des raisons de santé que les jeunes fonctionnaires, en particulier dans les collectivités où de nombreux métiers sont physiquement exigeants, tels que l'entretien des espaces verts ou la police municipale. Un rapport récent remis au gouvernement révèle que plus de 52 000 agents des collectivités font l'objet de procédures liées à l'inaptitude ou l'invalidité chaque année. Ces difficultés, qui ont un coût financier et humain, risquent de s'aggraver avec l'allongement des carrières provoqué par la réforme des retraites. Afin de faire face à ces défis, le gouvernement a annoncé la création d'un fonds de prévention de l'usure professionnelle dans les collectivités. Ce fonds vise à renforcer l'accompagnement des agents les plus éprouvés par leur travail. Cependant, son montant précis et la répartition des contributions financières entre les collectivités et l'État restent à définir. En attendant la mise en place de ce fonds, certaines collectivités territoriales
prennent des mesures de prévention par elles-mêmes. Par exemple, le département des Côtes-d'Armor fait appel à des ergonomes afin d'accompagner les agents travaillant sur des postes pénibles. De même, la métropole de Lyon a créé une école interne pour permettre aux agents de changer de poste et d'évoluer professionnellement. Parallèlement à la lutte contre l'usure professionnelle, les employeurs publics doivent également faire face à un renouvellement des effectifs, de plus en plus nombreux en fin de carrière. En 2022, on a assisté à une augmentation significative des départs en retraite, avec 162 000 agents de l'État, des hôpitaux et des collectivités qui sont partis, comparé à une moyenne annuelle d'environ 149 000 départs au cours des 5 années précédentes. Cette tendance de départ en retraite devrait encore s'accentuer dans les années à venir, ce qui a des conséquences directes sur le nombre de recrutements nécessaires pour les collectivités. Et pourtant, ces dernières peinent déjà à recruter. En effet, les 2/3 des employeurs locaux éprouvent des difficultés à recruter dans au moins l'un de leurs métiers, tels que le sport ou l'éducation. Cette perte d'attractivité de la fonction publique peut être généralisée à l'ensemble du secteur public. Dans la fonction publique d'État, le nombre de candidats au concours externe a été divisé par plus de 2 entre 2007 et 2021, passant de 12 à 5,6 prétendants par poste. Face à ce constat, le gouvernement se prépare à une réforme en 2024 afin d'attirer davantage de candidats et stimuler les vocations, conscient que la sécurité de l'emploi ne suffit plus à elle seule pour recruter des fonctionnaires compétents. Il reste 2 nouvelles importantes de ce programme. Restez avec nous. Allocation. Une bonne nouvelle pour les familles nombreuses à partir du 2e enfant. Les allocations familiales sont une aide bien connue pour les familles. Elles sont versées à partir du 2e enfant en métropole, tandis qu'elles s'appliquent à tous les foyers dès la naissance du premier enfant dans les DOM, Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion, ainsi qu'à Mayotte. La procédure pour les allocations familiales est simple. Aucune démarche n'est nécessaire pour les allocataires de la CAF et de la MSA qui sont déjà inscrits. Les paiements commencent dès le mois suivant la naissance du 2e enfant et s'arrêtent lorsque la famille n'a plus qu'un seul enfant de moins de 20 ans à sa charge. En plus des allocations familiales de base, les parents d'enfants âgés de plus de 14 ans ont également droit à une majoration du montant de l'allocation. Celle-ci varie en fonction des revenus annuels du foyer et est de 17,66 €, 35,50 ou 71 € par mois. De plus, une allocation forfaitaire peut être attribuée pour un enfant de plus de 20 ans jusqu'à la veille de son 21e anniversaire, selon la situation de la famille. Le montant des allocations familiales varie en fonction du nombre d'enfants à charge et des ressources déclarées par le foyer. En 2023, les plafonds de revenus établissent 3 tranches bien distinctes et le montant des allocations familiales évolue en conséquence. Pour les familles ayant 3 enfants à charge, âgés de plus de 3 ans et de moins de 21 ans, il est possible de bénéficier en plus du complément familial. Ce complément familial est également soumis à des conditions de ressources et son montant dépend du plafond de revenus auquel la famille est soumise, ainsi que du nombre de revenus d'activité dans le couple. Le versement du complément familial prend fin lorsque la famille a moins de 3 enfants à charge, lors d'une naissance, d'une adoption d'un enfant de moins de 3 ans, de l'utilisation du droit au versement de l'allocation de base ou de la perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant de la page. Le complément familial est également soumis à des conditions de ressources, et son montant dépend du plafond de revenus auquel la famille est soumise, ainsi que du nombre de revenus d'activité dans le couple. Le versement du complément familial prend fin lorsque la famille a moins de 3 enfants à charge, lors d'une naissance, d'une adoption d'un enfant de moins de 3 ans, de l'utilisation du droit au versement de l'allocation de base, ou de la perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant de la page. Si une famille a 4 enfants ou plus, elle peut également bénéficier d'une allocation forfaitaire soumise à des conditions de ressources.
Une médaille de la famille peut être décernée par la préfecture aux parents ayant élevé 4 enfants et plus. Et certaines CAF délivrent automatiquement une prime aux médaillés de la famille d'un montant de 300 €, indépendamment des revenus du foyer. Pour les familles qui attendent un enfant et qui ont besoin d'un logement plus grand, il est possible de percevoir une prime de déménagement sous certaines conditions. Les critères à respecter comprennent être parent d'au moins 3 enfants à charge, déménager ou avoir déménagé entre le premier jour du mois suivant le 3e mois de grossesse et le dernier jour du mois précédent le 2e anniversaire du plus jeune enfant de la famille, être éligible à l'aide personnalisée au logement, APL, ou à l'allocation logement à caractère familial, ALF, pour le nouvel appartement ou la nouvelle maison, être allocataire de la SAF ou de la MSA, et déposer une demande dans les 6 mois suivant la date du changement de domicile. Le montant de la prime de déménagement varie en fonction du nombre d'enfants à charge. Les allocations familiales sont cumulables avec d'autres prestations sociales de la famille attribuées par la SAF ou la MSA, quel que soit leur montant. Pour les enfants de plus de 3 ans, différentes aides financières et prestations peuvent être accordées en fonction de la composition et des revenus annuels du foyer. Outre les allocations familiales et le complément familial, il existe également le complément de libre choix du mode de garde, CMG de la page, et l'allocation de rentrée scolaire. Les allocations familiales sont versées jusqu'à ce que la famille n'ait plus qu'un seul enfant à charge dans le foyer, ou jusqu'au 20e anniversaire de l'enfant. Nous passons à la dernière nouvelle de ce programme. Elisabeth Borne quitte Matignon. Découvrez le montant de sa retraite de Premier ministre. Lorsqu'un ancien chef du gouvernement français quitte ses fonctions, il ne reçoit pas de retraite à vie, mais bénéficie d'une indemnité de près de 45 000 €. Cependant, cette indemnité n'est versée que pendant 3 mois après son départ. Contrairement à une idée fausse répandue, les anciens premiers ministres ne reçoivent pas de retraite à vie. En plus de cette indemnité, les anciens chefs du gouvernement continuent de bénéficier de certains avantages. Pendant une période maximale de 10 ans et jusqu'à l'âge de 67 ans depuis un changement en 2019, ils ont droit à un secrétaire personnel et à un chauffeur. De plus, leurs frais de carburant sont pris en charge. Le coût de ces avantages pour les anciens premiers ministres s'élevait à plus de 2,8 millions d'euros en 2019. Cela comprend les salaires, les heures supplémentaires et les frais de mission. Depuis, la facture a augmenté avec les départs successifs d'Édouard Philippe, de Jean Castex et d'Elisabeth Borne. Il est important de noter que ces avantages sont soumis à certaines conditions. Le Premier ministre ne doit pas exercer d'activité rémunérée pendant les 3 mois suivant son départ, et il doit faire une déclaration de patrimoine et d'intérêt à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Ainsi, bien que les anciens chefs du gouvernement français ne bénéficient pas d'une retraite à vie, ils ont droit à une indemnité après leur départ et conservent certains avantages pendant plusieurs années. Cela représente un coût important pour les finances de l'État, mais il est important de souligner que ces avantages sont encadrés par des règles strictes. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rester informé des nouvelles importantes.